Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de ce 19h. Ça y est, les 27 chefs d'État de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur le budget pour les 7 années à venir. Non sans mal, car c'est la première fois qu'est adopté un budget en baisse. La Tunisie en deuil, des dizaines de milliers de personnes ont assisté aux funérailles de Chokri Belaïd, figure de l'opposition, alors que le pays est paralysé par une grève générale à l'appel du principal syndicat du pays. Les auditions sur le mariage pour tous, les déserts médicaux en question ou encore l'adoption des contrats de génération, c'est le résumé de l'actualité au Sénat cette semaine. Crise et récession obligent, dans les prochaines années, l'Europe devra continuer à fonctionner avec moins d'argent. Après des heures et des heures de négociations et beaucoup de tensions, les chefs d'État viennent d'adopter le budget 2014-2020. Les détails de cet accord avec Flora Sauvage. Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne a voté un budget en baisse. Après 24 heures de négociations, les dirigeants européens sont parvenus à un accord. Si l'accord a été obtenu, c'est parce que il y a eu la conscience que nous avions à faire en sorte qu'après avoir redressé la zone euro, nous devions montrer au monde et aux Européens que nous pouvions aussi nous mettre d'accord sur un cadre financier qui, je le rappelle, va valoir sur les 7 prochaines années. Mais les discussions risquent de laisser un goût amer à la France, car deux visions se sont opposées. Le camp des partisans des coupes claires dans le budget, avec à sa tête l'Angleterre et l'Allemagne, face aux partisans de la croissance, au premier rang desquels la France. Même s'il espérait un budget encore plus rétréci, le Premier ministre britannique David Cameron peut être satisfait. Notre contribution va augmenter, mais elle va moins augmenter que prévu, car la seule façon de protéger les contribuables britanniques, c'est de maintenir un bas niveau de dépenses. Et c'est ce que nous avons fait. Les deux principales politiques de l'Union européenne sont épargnées en grande partie. La PAC et le Fonds de cohésion pour les régions les plus défavorisées subissent des coupes, mais ce sont les dépenses d'avenir, comme les fonds alloués aux grands travaux d'infrastructure, qui perdent le plus avec 29 milliards au lieu de 50 prévus au départ. Les fonctionnaires de Bruxelles, qui étaient dans le collimateur de David Cameron, n'échappent pas à la taille. Les technocrates devront subir 2 ans de suite un gel de leur salaire. Au final, le montant des crédits d'engagement s'élève à 960 milliards d'euros et celui des dépenses effectives pour les 7 prochaines années à 908,4 milliards d'euros, soit une baisse de 3% du budget de l'UE. Le Parlement européen, qui doit voter le budget à la majorité absolue, a menacé de rejeter cet accord. Et avec nous pour décrypter cet accord, Nora Hamadi, vous êtes notre spécialiste des affaires européennes. Bonsoir. Bonsoir Marie. François Hollande a parlé d'un bon compromis. Est-ce le cas ? Incontestablement, ce n'est pas le cas. La grande perdante dans cette histoire, c'est l'Europe. C'est le budget le plus bas de l'histoire européenne. On se retrouve en fait à des niveaux qui n'ont jamais été atteints. Je vous rappelle que l'Europe est bientôt à 28 membres, avec la Croatie qui va entrer dans l'Union européenne en juillet prochain. Et certes, François Hollande se targue d'avoir réussi à maintenir l'enveloppe de la politique agricole commune, mais on peut le voir, et Flora Sauvage nous l'avait indiqué dans ce reportage, toutes les dépenses, enfin toutes les enveloppes ont été tronquées, et la plus symbolique d'entre elles, notamment la dotation aux banques alimentaire, celle dont on a énormément parlé. Mais au-delà, en plus du strict aspect financier, François Hollande s'est retrouvé aussi politiquement isolé. Mercredi, en marge du match France-Allemagne, qui a eu lieu, donc, et on a vu Angela Merkel dans les tribunes, on nous annonçait un accord sur l'axe franco-allemand autour d'une enveloppe de 913 milliards. Sauf que jeudi, Angela Merkel arrive à Bruxelles et là, patatras, qu'est-ce qui se passe? Elle voit David Cameron et ils finissent en fait par monter un axe britannico-allemand et elle se range en fait sur l'axe de David Cameron. David Cameron qui, ayant annoncé il y a quelques semaines la tenue d'un référendum en 2017 sur la sortie de l'Angleterre de l'Europe, avait été annoncé comme isolé politiquement. Il s'avère qu'en fait, c'est François Hollande le grand perdant dans cette histoire. Aujourd'hui, cet accord politique doit être voté par le Parlement européen. Quelle est sa marge de manœuvre? Alors là où c'est très intéressant, c'est que le Parlement européen, depuis la signature du traité de Lisbonne, on est entré dans un système de codécision. C'est-à-dire que toutes les décisions doivent être votées à l'unanimité par le Conseil, donc les chefs d'État, la Commission européenne et le Parlement européen. C'est la même décision qui doit être votée. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le Parlement européen a une véritable marge de manœuvre. C'est-à-dire que s'il décide de ne pas voter ce budget ne
sera pas voté. Et c'est ce qui est en train de s'annoncer, c'est-à-dire que fait exceptionnel ce soir, les grands groupes politiques, c'est-à-dire le PPE, donc l'équivalent de l'UMP, les socialistes, les démocrates et libéraux et les Verts, ont tous signé le même communiqué de presse ce soir indiquant qu'ils rejetaient ce budget. C'est un fait absolument inédit. Je vous rappelle que le groupe PPE, donc l'équivalent de l'UMP pour nous la France, ce sont 270 députés. Il faut une majorité de, je ne vais pas vous dire de bêtises, 378 pour rejeter ce budget. Donc là, tel que c'est parti, ça va être le cas. Affaire à suivre. Merci, Nora. Les Restos du Cœur, le Secours catholique et autres associations le redoutaient. Les crédits européens alloués à l'aide alimentaire vont diminuer de 3,5 milliards. Ils passent avec l'accord conclu aujourd'hui à 2,1 milliards, soit un tiers en moins. Camilla Campusano. Des bacs de nourriture pour les plus démunis. Il risque d'en manquer encore plus à l'avenir. L'Europe rogne son budget pour l'aide alimentaire dans un contexte toujours de crise. Depuis 10 ans, il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de gens qui en ont besoin. On a du mal à comprendre que l'alimentaire, c'est une question primordiale de vie pour les Français, pour les Européens. Non, c'est une catastrophe humanitaire qui est en train de se préparer. Au Secours populaire, sur les 181 millions de repas distribués l'année dernière, la moitié était financée par Bruxelles. Un argument qui n'a pas résisté à la pression notamment de l'Allemagne, parce que seuls 19 pays bénéficient de ce fonds sur les 27. Une décision incompréhensible pour la vice-présidente du Sénat. On a voulu l'Union européenne, il faut assumer. Je veux dire qu'il y a un pot commun et qui est redistribué après. Donc ça ne me paraît pas anormal que l'Union européenne s'occupe de ces questions. Ce genre de budget devrait être absolument préservé en période de crise. Il ne faut pas qu'on augmente la désespérance. Dans certains pays, ce fonds couvre l'essentiel du soutien aux plus pauvres. En Pologne, il représente près de 80% des aides. Et comme chaque soir, nous avons posé une question aux internautes avec notre partenaire lenouvelobs.com. L'Europe doit-elle assurer l'aide alimentaire aux plus démunis? Et voici les réponses. Une majorité de votants estime oui à 69%, non 26%. Et Yves Bertoncini nous a rejoint sur ce plateau, directeur de notre Europe, Institut Jacques Delors. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je voudrais avoir votre point de vue sur la baisse des crédits alloués à l'aide aux plus démunis. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'Europe solidaire, de l'Europe protectrice? Ce n'est pas la fin de l'Europe solidaire, mais c'est un symbole très fâcheux, naturellement. On a l'impression que l'Europe aide ses banques, mais qu'elle n'aide plus les personnes dans le besoin. En même temps, ce qui serait intéressant de rappeler, c'est qu'il y a eu un arrêt de la Cour de justice. Derrière tout cela, il y a un enjeu juridique. Est-ce que l'Europe est compétente pour faire cela? Elle l'était quand il y avait des surplus agricoles, on distribuait ces stocks agricoles. Il n'y en a plus, tant mieux, la PAC a été réformée. Du point de vue social, certains pays, dont l'Allemagne, se sont plaints en disant que ce n'est pas la compétence de l'Europe. Il aurait été intéressant d'ailleurs de faire le même sondage auprès des internautes allemands et malheureusement, peut-être, la réponse aurait été différente. Donc ce qu'il faut, c'est préserver, évidemment, cette action de solidarité-là, qui est très symbolique, puis au-delà du symbole, qui sert à des démunis, à des personnes dans le besoin, avec des besoins alimentaires. Il est vrai qu'il va sans doute y avoir besoin de cofinancer cela au niveau des États membres. C'est un budget adopté en baisse, c'est une première. Comment doit-on l'interpréter? Mais là aussi, c'est un symbole qui est plutôt fâcheux, hein. On régresse. Il faut quand même regarder dans le détail, puisque comme la politique agricole régresse un peu plus que le reste, il y a des hausses dans certains domaines. Une politique de cohésion, par exemple, parce que ça, c'est une solidarité. Hein, les paquets qu'a fait adopter Jacques Delors ont permis de booster ces politiques de cohésion, ces fonds structurels. Ben ça progresse légèrement. Donc la solidarité n'est pas morte, au contraire. Il y a eu de la solidarité dans le cadre de la zone euro. Mais précisément parce qu'il y a une crise de la zone euro, en effet, avec une rigueur appliquée au niveau des États membres, parce qu'il y a un budget malheureusement financé par des contributions nationales aux 3/4, eh bien les États membres, et notamment ceux qui payent le plus, ont tendance à vouloir réduire les dépenses. Mais est-ce un budget qui va permettre à l'Europe de sortir de la crise et de mener des politiques de relance? Ça, c'est le vrai enjeu. Et si vous le permettez, l'Europe peut faire beaucoup en matière de relance. Elle peut faire avec un marché intérieur qui crée de la croissance et des emplois. Elle peut faire en promouvant une application du pacte de stabilité un peu plus souple. Elle peut faire avec l'évolution des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne.
Avec son budget, elle peut offrir des contributions utiles, bien sûr. Mais ce n'est pas la clé. Mais ce n'est pas la clé du budget européen. On place ce budget européen sous l'angle de la croissance. Évidemment, c'est utile. C'est utile de financer des grands réseaux transeuropéens de transport et d'énergie. Il aurait fallu plus d'argent. Mais la clé de la croissance, elle se trouve tout de même en grande partie au niveau des États membres et ils le savent. Sauver la PAC, la politique agricole commune, c'était la priorité de François Hollande. Oui, mais il faut bien regarder tout cela. Je crois qu'il a atteint son objectif, mais les propositions initiales de la Commission européenne étaient assez raisonnables. C'est-à-dire qu'elle ne prévoyait pas du tout une hausse du budget de la PAC. Elle prévoyait une sorte de stabilité qui équivaut quasiment à une baisse, hein, si on raisonne en termes en euros constants. Mais alors, il y a une situation particulière pour les agriculteurs français. 9 milliards d'euros chaque année reviennent de Bruxelles pour les agriculteurs français. C'est le plus gros bénéficiaire de la PAC, donc c'est un enjeu important. Un acquis communautaire, hein, selon François Hollande. Oui, c'est très important. C'est vrai que si la France devait se mettre à financer ces 9 milliards d'euros toute seule, elle serait vraiment en grande difficulté. Il a obtenu, comme les précédents présidents de la République, de maintenir cette enveloppe qui baisse légèrement parce que les cours mondiaux agricoles augmentent. Je disais qu'il n'y avait plus de stock agricole et donc les agriculteurs, y compris français, peuvent avoir davantage d'argent directement tiré des ventes. Mais toujours ce complément de paiement direct qui est offert par la PAC en France, en Pologne, en Allemagne et dans d'autres pays pour qui c'est une dépense essentielle. Enfin, il y a quand même une chose aussi, on peut se poser la question de la solidité de l'axe franco-allemand, justement, au vu des coulisses, de ce qu'on sait des coulisses de cet accord. On peut, il y a des questions, pas seulement sur ce point, et en même temps, quand on regarde sur l'histoire longue, écoutez, la politique agricole commune, à l'origine, c'est un accord franco-allemand, l'accord consistant à dire l'Allemagne bénéficie beaucoup du marché intérieur, elle exporte beaucoup, la France doit récupérer autre chose du point de vue des dépenses agricoles. Il y a aussi un accord sur les fonds structurels. Les fonds structurels bénéficient aussi aux régions allemandes qui appartenaient avant à l'Allemagne de l'Est, dans un contexte de rigueur avec une baisse. Mais il faut aussi rappeler que quand la France est présentée comme un pays qui veut augmenter les dépenses, la France est aussi un pays qui contribue beaucoup au budget communautaire. Et donc la France n'avait pas non plus un intérêt totalement évident à augmenter ses dépenses, ce qui est d'ailleurs dommageable, bien sûr. On pourra en reparler à mon avis, avec notamment quand ça arrivera au Parlement européen. Merci d'être venu sur notre plateau pour en discuter. Des dizaines de milliers de Tunisiens ont rendu un dernier hommage à Chokri Belaïd lors de ses obsèques dans la banlieue de Tunis. L'assassinat mercredi de cette figure de l'opposition de gauche ne cesse de susciter des réactions de colère et d'indignation. Tout le pays est aujourd'hui paralysé à cause d'une grève générale dans les rues de Tunis et d'ailleurs. Il flotte comme un parfum d'une seconde révolution de jasmin. Paul Bouffard. C'est une véritable marée humaine. Une foule immense porte le cercueil de Chokri Belaïd, recouvert d'un drapeau tunisien. Du jamais vu depuis les funérailles du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, en 2000. Avocats, militants ou simples citoyens sont là. Le cortège prend des allures de manifestation contre le parti islamiste au pouvoir. La chaîne de télévision Nesma parle d'1,4 million de manifestants, 40 000 selon les autorités, mais aucun membre du gouvernement n'est présent. La foule reprend même le slogan de 2011 « Dégage, dégage ». Au moment de la mise en terre, l'hymne national est repris en chœur. Mais la cérémonie tourne à l'émeute. Des heurts éclatent entre forces de l'ordre et casseurs venus des quartiers voisins. La police tire même des grenades lacrymogènes. Depuis le matin, une grève générale paralyse la Tunisie. À l'appel du syndicat UGTT, la vie s'arrête. Plus de vols à l'aéroport de Tunis. L'armée s'est déployée dans la capitale. Ce soir, la police tente de disperser les groupes de manifestants sur l'avenue Bourguiba. Un parfum de révolution s'empare à nouveau du pays. Et avec nous sur ce plateau, Kader Abderrahim, bonsoir. Vous êtes spécialiste du Maghreb et de l'islamisme, chercheur à l'IRIS et maître de conférences à Sciences Po. Ces événements peuvent-ils relancer le processus démocratique? Est-ce que nous entrons dans la deuxième phase de la révolution? Je ne sais pas s'il y avait une seconde phase à prévoir et je ne suis pas sûr que ça permette de renforcer le processus démocratique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la Tunisie est à la croisée des chemins et que le parti au pouvoir, le parti majoritaire Nahda, va devoir faire des choix absolument vitaux pour l'avenir du pays. Soit sauver son parti, Nahda, soit sauver la Tunisie. Je crois que c'est crucial aujourd'hui et il est heureux que les funérailles de Chokri Belaïd se soient bien passées.
Oui. Comment interpréter justement la décision du Premier ministre tunisien Ahmed Jebali d'un nouveau gouvernement technocrate, nouveau gouvernement a refusé par Ennahda son propre parti? Qu'est-ce qu'on peut en déduire là, sur le jeu politique? Ça signifie qu'il y a des divergences qui maintenant éclatent au grand jour, mais qu'on connaissait déjà depuis plusieurs mois. Je ne sais pas si d'ailleurs constitutionnellement le Premier ministre a le pouvoir de démissionner ou de rendre ou d'assurer la démission de son gouvernement. Je crois que seul le président de la République peut nommer un Premier ministre. Je vous rappelle qu'on est dans une transition démocratique et que l'Assemblée nationale constituante n'a toujours pas fini de rédiger la loi fondamentale, la nouvelle constitution. Donc les pouvoirs des uns et des autres et la répartition au sein de l'exécutif n'est pas très claire et il y a quand même quelques ombres juridiques qu'il va falloir régler primo. Secondo, d'un point de vue strictement politique, on voit que le Premier ministre Jebali est quand même très fragilisé puisque son propre parti a condamné sa proposition, l'a rejetée et il paraît assez compliqué aujourd'hui qu'on puisse s'orienter vers un gouvernement d'union nationale, sauf à ce que l'ensemble des partis de la Troïka et maintenant même au-delà, il faudrait quand même qu'il y ait un minimum d'adhésion des partis de l'opposition adhèrent à cette idée d'un gouvernement totalement technocratique. Avant même l'assassinat de Chokri Belaïd, il y a eu depuis plusieurs semaines des signes de tension qui se sont accumulés en Tunisie. Oui, alors il y avait beaucoup de confusion, beaucoup de tension, une grande impunité. Ce n'est pas le premier assassinat politique. On parle beaucoup de Chokri Belaïd parce que c'est une figure symbolique de l'opposition, mais d'autres militants ont été assassinés, notamment à Tataouine il y a quelques jours. Et Chokri Belaïd est un peu une sorte de révélateur, de catalyseur de cette confusion qui règne au plus haut sommet de l'État en Tunisie. Donc là aussi, il va falloir clarifier les choses. Il va falloir que le président de la République et que le Premier ministre, quel qu'il soit, adressent un message très clair à l'égard des Tunisiens et sachent vraiment vers quoi on veut s'orienter. Je voudrais juste rappeler que tout ce qui a présidé au bouleversement, au soulèvement populaire de janvier 2011, avant le départ de Ben Ali, s'est constitué autour du bassin minier de Gafsa, bien avant décembre 2010. La lutte avait commencé en 2008-2009. Pour des raisons sociales. Il n'était pas là question de savoir si on voulait un gouvernement islamiste, laïque, de centre-gauche, centre-droit. Il y a une grève générale aujourd'hui. Absolument. Donc je crois qu'Ennahda a commis une erreur stratégique de ne pas tenter d'apporter des réponses ou des solutions et de ne pas avoir suffisamment entendu ce malaise social. Justement, est-ce qu'il y a un courant des nostalgiques de Ben Ali aujourd'hui ? Je ne veux pas parler de nostalgie parce que je crois que ce serait une régression terrible pour la Tunisie, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes en Tunisie qui pensent que la situation auparavant n'était pas pire que ce qu'elle est aujourd'hui, notamment sur le plan sécuritaire. Donc il y a évidemment ce discours, un peu cette musique d'ambiance qu'on peut entendre aujourd'hui en Tunisie, mais je ne pense pas qu'elle soit majoritaire. Une milice pro-islamiste annonce aujourd'hui sa dissolution à Siliana. Elle dit se saborder dans l'intérêt du pays car c'est une revendication nationale. Pensez-vous possible que les autres milices du pays embrayent le pas ? Écoutez, je crois que ce serait la meilleure solution. De toute manière, l'autorité doit être à l'État. Et c'est à l'État, c'est quand même une de ses grandes prérogatives dans un État moderne, doit assurer la sécurité de tous les citoyens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs convictions. Donc il ne doit pas y avoir de milice, ça c'est totalement inacceptable. Et ça fait partie des dérives que l'on reproche beaucoup aujourd'hui au parti Ennahda d'avoir toléré ces milices qui étaient notamment, celle à laquelle vous pensez, c'est la Ligue de protection de la Révolution qui était plutôt proche d'Ennahda et qui a souvent fait le coup de poing avec l'opposition. Donc il est heureux qu'elle se dissolve et je pense que toutes les autres doivent aussi être dissoutes. Une dernière chose, je voudrais revenir peut-être sur la place des femmes qui a été importante lors de la Révolution de Jasmin. Est-ce que là encore, elles jouent un rôle moteur dans les événements de ces derniers jours ? Je ne sais pas si elle joue un rôle moteur ou si elle joue le rôle de chaque citoyen tunisien en fonction de ses convictions, de ses valeurs, de son éthique et de son appartenance. Mais évidemment, les femmes, comme l'ensemble des autres citoyens tunisiens, doivent participer à ce processus démocratique. Elles y ont droit et elles en ont le devoir. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Le droit du travail s'applique également pour les salariés en prison. C'est une décision que vient de rendre le Conseil des prud'hommes de Paris. Une détenue demandait que soient reconnus ses droits sociaux, indemnité de licenciement et salaire décent notamment. Et c'est la fin d'un symbole hérité de Lénine. La faucille et le marteau disparaissent des cartes des adhérents communistes. Une décision qui intervient alors que le PC se réunit à Saint-Denis et qu'il doit définir la stratégie à adopter pour les mois à venir. Ambiance dans les allées de ce 36e congrès avec Fabrice Cunet. Bonjour.
toujours aidé à financer le mouvement des jeunes communistes. La jeunesse, c'est l'avenir. Si les jeunes communistes collectent toujours des fonds à l'entrée du Congrès, le PCF a retrouvé des couleurs cette année, et pas seulement financières. En 2012, 7000 nouveaux adhérents ont rejoint le parti. L'effet présidentiel, l'effet front de gauche. C'est sûr qu'on est dans un contexte où, je dirais, dans une sorte de renouveau. Pierre Laurent parle de nouveau communisme, de communisme de nouvelle génération. Je crois qu'on est rentré de plein pied avec des énormes défis devant nous. Et parmi ces défis, le Parti communiste va devoir confirmer ce renouveau affiché dans les urnes, notamment lors des municipales de 2014. S'il aura besoin du PS, il pose toujours ses conditions. Rassemblons-nous à gauche sur une politique progressiste. On y est prêt. Il faut que maintenant le Parti socialiste entende qu'il n'est pas seul à avoir gagné l'élection présidentielle, mais qu'il y a eu aussi les voix du front de gauche pour faire élire François Hollande. Maryvonne Rouillet est militante depuis 35 ans. Pour elle, comme pour beaucoup des 800 délégués présents au Congrès, le parti est à un tournant. Si le front de gauche est un tremplin, le PCF doit rester le moteur. En Lozère, on a eu pas mal de divergences et on est très vigilant là-dessus et on n'est pas un béni oui-oui à tout et on espère bien qu'on gardera notre participation et notre indépendance au niveau du Parti communiste et parce qu'on fait suffisamment les militants du Parti communiste pour pas que le Parti communiste disparaisse justement. Pour l'instant, seuls le marteau et la faucille ont disparu des cartes d'adhérents. Un détail pour la direction, un scandale pour beaucoup de militants. Un symbole en tout cas peut-être d'un parti qui cherche encore sa place. Le rapport explosif sur les déserts médicaux ou encore le début des auditions sur le mariage pour tous. Moment choisi de l'actualité au Sénat par Nadia Belromari. 33e engagement de campagne de François Hollande. Mercredi, le Sénat a validé le contrat de génération pour inverser la courbe du chômage. Le contrat de génération est une arme dans la lutte contre la précarité, qui touche particulièrement les jeunes. Désormais, les entreprises de moins de 300 salariés verront leurs charges allégées quand elles engageront en CDI un jeune de moins de 26 ans, tout en gardant un senior de plus de 57 ans. Mais l'opposition crie à l'imposture. Nous voulons dénoncer une loi d'affichage, un dispositif coûteux et inefficace, une perte de moyens et de temps. Le coût de l'opération est évalué à 2 milliards d'euros. Le texte doit encore être étudié par une commission mixte paritaire chargée d'élaborer une version commune. Limiter la liberté d'installation des médecins, c'est la mesure radicale que propose un rapport du Sénat pour repeupler les déserts médicaux. Le médecin, il s'installe où il veut, il a la liberté de s'installer, mais s'il va dans une zone surdotée, eh bien, il ne bénéficie plus du conventionnement. Problème, ce rapport, adopté à l'unanimité, contredit les solutions incitatives annoncées fin 2012 par le gouvernement. Alors que les députés viennent de voter l'article 1 du projet de loi qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe, le Sénat, lui, auditionne. Objectif, enrichir le débat dans un climat serein et peut-être aussi faire évoluer les positions. On a voulu que les auditions, qu'il n'y ait pas de table ronde, comme à l'Assemblée, qu'on entende les gens heure par heure. Paraît-il qu'à l'Assemblée, certains se sont plaints d'être entendus en réunion, comme ça, à plusieurs. Les pros et anti-mariage pour tous n'étaient pas les seuls à être entendus. Pourquoi deux personnes de même sexe ne pourraient-elles pas prendre cet engagement ensemble, sachant qu'il n'est nullement question pour elles de se faire passer pour les géniteurs de l'enfant? Il y a là, dans cette égalité de recherche de droits de deux adultes, tout d'un coup, il y a une tierce personne qui intervient, qui est l'enfant. La semaine prochaine, ce sera au tour des représentants des religions d'être entendus. Au programme aussi, dès mercredi, la proposition de loi sur la transition énergétique qui prévoit une entrée progressive du système de bonus-malus. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la sénatrice Laurence Rossignol dans Polyclic. Passez une très belle soirée sur Public Sénat.
Michel Sapin est l'invité de Preuve par 3. Le ministre du Travail et de l'Emploi répondra aux questions de Michel Grossior. Preuve par 3, mardi à 18h, en direct sur Public Sénat. Je ne suis absolument pas Facebook. J'aime pas le système Facebook, d'espèce de mélange total de vie privée, de vie publique. C'est fréquemment Facebook vous interpelle, vous relance. Chez Facebook, on se sent client. Chez Twitter, on se sent libre. Twitter, c'est comme un attaché de presse. Twitter a l'avantage, parce que moi je suis suivie par beaucoup de journalistes, de me donner l'occasion de parler en 3 secondes à plusieurs dizaines de journalistes qui eux ensuite vont reprendre, utiliser, rappeler, m'envoyer un message caché pour me dire est-ce qu'on peut aller un peu plus loin. Voilà, il y a un petit côté bureau de la communication maison avec Twitter. Et puis c'est tout ce que on ne peut pas dire soit de manière publique, qu'on n'a pas forcément l'opportunité ou la tribune pour le dire. Il y a plusieurs types de Twitter. Il y a ceux qui sont un peu, moi j'appelle les tweets Pravda. C'est ceux qui tweetent la parole officielle et qui sortent jamais des clous. Et puis il y a ceux qui font preuve de sens de la répartie, d'un peu de causticité, d'un peu d'insolence. La difficulté de Twitter, c'est qu'il faut trouver la bonne distance entre un peu de personnel et pas d'exhibition. C'est toujours un peu, vous connaissez ce film de Patrice Lecomte qui s'appelle Ridicule, dans lequel il faut rivaliser de bons mots à la cour et on peut tomber sur un bon mot raté. Twitter, c'est un peu pareil, hein. C'est un petit côté ridicule, il faut faire preuve d'esprit et en même temps, on chute sur un mot d'esprit qui n'atteint pas sa cible. Il m'est arrivé une fois un accident de tweet. Tous mes brouillons sont partis. Voilà, j'étais en train de bidouiller dans mes brouillons et peut-être 15 brouillons sont partis en rafale. Donc j'ai passé un bon moment à les effacer derrière. Et évidemment, comme il y a des gens qui vivent le nez sur Twitter, tout de suite ça s'est vu. Il n'y avait rien de grave, mais j'ai quand même un peu eu peur. Il m'est arrivé de regretter d'avoir dit, quand je m'en étais pris à un journaliste qui interviewait Fleur Pellerin un matin sur Europe 1, et l'interview était odieuse. Et j'avais dit, mais c'est quoi ce misogyne qui sévit à 8h en ce moment sur Europe 1, il faut le virer. Et après, j'ai regretté le faut le virer. J'ai quand même regardé ce que disaient les journalistes, parce que je me suis dit, c'est quoi un politique qui demande qu'on vire un journaliste, quoi. Voilà, c'est les 2 fois. Puis après, il y a la troisième étape, c'est les tweets repris dans la presse écrite. Ou les tweets qui passent à la télé pendant les émissions. Ça, c'est la gloire du tweet, ça. Mais bon, il y a un côté assez narcissique avec les tweets, dont il faut quand même percevoir la limite, quoi. Enfin, voilà. Mais je pense à cette jeunesse, sans l'usine, Florence, c'est quoi? C'était les derniers hauts fourneaux de Lorraine. Vous allez nous faire croire à nous que connaissant M. Mittal et sa stratégie, qui va garder les outils arrêtés pendant 18 mois. À Florange, des hommes font face aux géants de l'acier Mittal et vont devenir le symbole de la résistance ouvrière. Donnez-nous notre usine! On leur donne le pouvoir, on leur demande de l'exercer. Christian Thiel a filmé leur lutte au quotidien, une tragédie sociale à hauteur d'homme. Ceux qui étaient censés nous aider sont en train de nous assassiner. On a été trahis. Florange, l'acier trompé, demain à 22h sur Public Sénat.